Dans la forêt sombre, un cri résonne. Un bébé abandonné, une loup solitaire, des destins entrelacés par la compassion animale. Les années passent, un enfant sauvage grandit, une biologiste curieuse, un passé caché, des vies transformées par l'inimaginable. Une histoire d'amour improbable, de dépassement et de rédemption qui défiera votre perception. Préparez-vous pour un voyage émouvant. Abonnez-vous, laissez votre j'aime et commentez. D'où êtes-vous témoin de ce miracle de la nature? Le cri résonne dans l'obscurité, fragile, désespéré. Un appel à l'aide qui coupe le silence de la forêt dense comme le fil d'une lame affûtée. Entre des arbres centenaires qui se dressent comme des sentinelles impassibles, un petit paquet tremble sous le clair de lune pâle d'automne. La nature semble retenir sa respiration. Et si vous pouviez être témoin du moment exact où l'impossible devient réalité, le bébé, âgé de quelques heures seulement, ne comprend pas le destin cruel qui lui a été imposé. Ses doigts minuscules s'agitent dans l'air froid de la nuit, cherchant la chaleur d'une étreinte qui ne viendra pas. La couverture en soie bleue, seul luxe qui lui reste, est trempée de rosée. Les larmes se mêlent au serein. Cris et nature dans une symphonie d'abandon. À travers la végétation dense, une paire d'yeux dorés observe, curieux, prudent. Une loue au pelage argenté émerge des ombres, son museau flairant l'air chargé de fragilité humaine. Le prédateur et la proie, unis par la plus improbable des circonstances. Elle s'approche à pas silencieux, muscles tendus, prête à reculer au moindre signe de danger. Le destin, ce tisserand d'histoires improbables, lui avait pris ses propres louveteaux. Une semaine auparavant, un chasseur, un piège, un nid de vie transformé en sanctuaire de mort. Le vide dans sa poitrine, cette douleur primitive qui transcende les espèces, l'a fait hurler pendant des nuits entières vers une lune qui semblait sourde à ses lamentations. Jusqu'à maintenant. La loup s'approche du petit paquet humain, flaire, hésite. Tout autre prédateur y verrait seulement une opportunité. Chair vulnérable, un festin facile. Mais pas elle, pas aujourd'hui. Tandis que le bébé pleure, quelque chose s'éveille à l'intérieur sauvage de cet animal. Une connexion ancienne, plus profonde que les instincts, plus forte que la nature. Avec une délicatesse surprenante, elle prend la couverture avec ses dents. Le bébé se calme momentanément, comme s'il comprenait que, contre toute attente, il n'était plus seul. La loup regarde une dernière fois l'endroit de l'abandon et part, emportant sa nouvelle progéniture vers la sécurité de sa tanière. En ville, à quelques kilomètres de là, un homme en costume marche précipitamment dans les rues désertes. Ses chaussures italiennes, qui coûtent plus que beaucoup, ne gagnent en un mois, frappent l'asphalte dans un rythme frénétique qui accompagne son cœur tourmenté. Jean Dubois, homme d'affaires respecté, philanthrope admiré, vient de commettre l'acte le plus désespéré de sa vie. Le visage qu'il voit reflété dans les vitrines n'est plus le même qui sourit sur les couvertures de magazines économiques. C'est un masque brisé, un homme divisé entre l'empire qu'il a bâti et le poids écrasant de la culpabilité qu'il porte désormais. Sa femme, Sophie, dort à la maison, ignorant que le fils qu'elle pensait avoir perdu à la naissance n'est pas mort. Il a été abandonné. C'était mieux ainsi, se répète-t-il, comme un mantra vide qui n'apporte aucun réconfort. La malformation, cardiaque, les médecins ont dit qu'il ne survivrait pas à la première année. Sophie ne supporterait jamais de le voir souffrir et partir. Les mensonges que nous nous racontons sont toujours les plus convaincants, n'est-ce pas? La nuit engloutit son secret. Du moins, c'est ce qu'il pense. 3 ans passent, un temps qui s'écoule comme de l'eau entre les doigts de la vie. Dans la forêt, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'enfant qui aurait dû mourir n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Son corps petit, mais fort, s'est développé en harmonie avec la nature qu'il a adoptée. Sa démarche, un mélange de rampement et de course, imite les mouvements de la loup qu'il connaît comme sa mère. Lune, comme l'appellerait plus tard celle qu'il a sauvée, lui a enseigné le langage de la survie. Chaque grondement, chaque mouvement d'oreille, chaque posture de queue, un vocabulaire complexe qu'aucun linguiste ne pourrait jamais traduire complètement. L'enfant ne parle pas de mots humains,
mais comprend les murmures de la forêt mieux que n'importe quel érudit. Son corps est couvert d'une fine couche de saleté qui fonctionne comme une protection naturelle contre les insectes et les intempéries. Ses cheveux, jamais coupés, forment des mèches sauvages qui dansent au vent comme la propre crinière du loup. Ses yeux, d'un bleu profond comme le ciel nocturne, observent le monde avec une intensité animale et une curiosité humaine, la parfaite intersection entre deux mondes. Lorsque le soleil se lève, lui et Lune partent chasser. Elle lui a appris à traquer, à attendre, à se déplacer face au vent. Il n'a ni griffes ni crocs, mais a développé une agilité surprenante. Sa capacité à grimper aux arbres et à atteindre des nids, à pêcher à main nue dans des ruisseaux cristallins, à trouver des racines et des fruits comestibles, complète les compétences de la loup. Ensemble, ils forment un duo improbable, mais efficace. La nuit, ils dorment enroulés l'un contre l'autre dans la tanière agrandie que Lune a creusée sous les racines d'un chêne ancien. La chaleur de son corps le protège pendant les hivers les plus rigoureux. Son cœur bat au même rythme que le sien. Rêves humains et rêves lupins s'entrelacent dans une danse onirique qui défie la compréhension. Pouvez-vous imaginer un enfant qui ne sait pas qu'il est un enfant? Un humain qui ne connaît pas l'humanité? Un enfant dont la première langue est le silence de la forêt, dont la première leçon a été la survie, dont le premier amour a été le regard doré d'une loup. Pendant ce temps, une jeune femme conduit sa Jeep sur le chemin de terre qui mène à la réserve forestière. Camille Martin, 28 ans, biologiste spécialisée dans le comportement des canidés sauvages, a enfin obtenu la permission d'étudier la population de loups de la région. Son visage, encadré par des cheveux châtains attachés en un chignon pratique, reflète détermination et passion. « Cette fois, je vais y arriver », murmure-t-elle pour elle-même, ajustant le rétroviseur. 3 ans de demande de financement. 3 ans à essayer de convaincre l'université et les organismes environnementaux de l'importance d'étudier les loups de cette région spécifique. 3 ans de portes fermées qui se sont finalement ouvertes. Ce que Camille ignore, c'est que sa persistance l'a mise en route de collision avec un miracle que la science ne peut expliquer. Que sa quête de connaissances la conduira à remettre en question tout ce qu'elle a appris dans les livres et dans les salles de classe. Que son cœur, dédié aux animaux, trouvera son plus grand défi en se heurtant à un enfant loup. Elle installe son campement dans la clairière qui servira de base pour ses recherches pendant les 6 prochains mois. Équipement de pointe, pièges photographiques, dispositifs de suivi, la technologie au service de la compréhension de la nature. Camille travaille avec méthodologie et passion, organisant son petit laboratoire à ciel ouvert. Les loups de cette région disparaissent, dit-elle au dictaphone qu'elle utilise pour son journal de terrain. Les causes peuvent être multiples. Chasse illégale, destruction de l'habitat, empoisonnement par les fermiers locaux. Mon objectif est de comprendre leur schéma de comportement et de proposer des stratégies efficaces de conservation avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'elle n'enregistre pas, c'est son désir le plus profond, se racheter des erreurs du passé. De la fois où, encore étudiante, elle n'a pas réussi à sauver une famille de loups capturés par des chasseurs, des nuits où elle se réveille, en entendant les hurlements d'agonie des animaux qu'elle a juré de protéger. Cette recherche n'est pas seulement de la science, c'est une rédemption. Le premier matin, Camille trouve des empreintes intrigantes près du ruisseau. Des empreintes de loups sans aucun doute, mais accompagnées de quelque chose de plus... des marques plus petites, presque comme des empreintes humaines, mais différentes, plus primitives. Les doigts plus écartés, la foulée plus ferme au centre. Elle photographie, mesure, prend des notes. Son esprit scientifique cherche des explications rationnelles, mais un frisson lui parcourt l'échine. Probablement un louveteau plus âgé accompagnant sa mère, conclut-elle, essayant de se convaincre. Ou peut-être un loup avec une déformation aux pattes. Mais son instinct lui dit autre chose. Et Camille a appris à écouter son instinct. Dans les semaines suivantes, elle collecte plus de preuves. Des poils de loup accrochés au buisson. Bas, accompagnés de ce qui semble être des brins de cheveux humains. Un abri improvisé en haut d'un arbre. Quelque chose qu'aucun loup ne pourrait construire. Des restes d'anciens feux, trop petits pour avoir été faits par des chasseurs ou des campeurs. Il se passe quelque chose ici.
murmure-t-elle pour elle-même en examinant les images capturées par les pièges photographiques. La plupart ne montrent que la faune normale de la forêt, cerfs, écureuils, un renard occasionnel. Mais il y a une image, capturée dans la pénombre de l'aube, qui la fait retenir sa respiration. Une loue au pelage argenté, belle et majestueuse, regardant directement l'appareil. Et à ses côtés, partiellement dissimulé par les ombres, le contour de ce qui semble être un enfant. L'image est granuleuse, floue. Cela pourrait être juste un buisson, à la forme inhabituelle. Mais Camille sait, elle sent, c'est un enfant. Impossible, murmure-t-elle, agrandissant l'image jusqu'à ce que les pixels deviennent des carrés indistincts. Complètement impossible. Mais ne serait-ce pas la première fois que la nature défie l'impossible? N'existe-t-il pas des récits à travers l'histoire humaine, de Romulus et Rémus à Mowgli, d'enfants élevés par des animaux sauvages? La plupart de ces récits ont été rejetés comme des mythes, bien sûr. Des fables créées pour divertir, pour expliquer l'inexplicable, pour donner un sens au chaos de l'existence humaine. Mais et s'il y avait un fond de vérité dans ces contes anciens? Et si cela se passait maintenant, ici, dans cette forêt? Camille décide de suivre la loue. Une décision dangereuse, elle le sait. Les loups sont territoriaux, protecteurs. Une femelle alpha peut être particulièrement agressive, si elle sent que sa meute est menacée. Mais la biologiste ne peut résister à l'appel du mystère, à la possibilité d'être témoin de quelque chose qui révolutionnerait non seulement sa carrière, mais la compréhension humaine sur la relation entre espèces. Elle traque, observe, attend. Les jours se transforment en semaines. L'automne cède la place à l'hiver, et le froid intense rend la forêt encore plus difficile. Mais Camille persiste. Il y a quelque chose de presque obsessionnel dans sa quête maintenant. Quelque chose qui transcende la curiosité scientifique. Et puis, un matin de brume épaisse, cela arrive. Camille photographie des empreintes récentes lorsqu'elle entend un bruit dans les arbres au-dessus. Instinctivement, elle se cache derrière un large tronc et attend. Son cœur s'emballe dans sa poitrine comme un oiseau effrayé essayant d'échapper à une cage. D'abord apparaît la loue, son corps élégant glissant entre la végétation comme un fantôme argenté. Ses yeux dorés balayent la clairière, alerte, prudent. Satisfaite qu'il n'y a pas de danger, elle émet un son bas, presque inaudible. Un appel, et il apparaît. L'enfant loup descend de l'arbre avec une agilité impressionnante. Ses mouvements sont fluides, précis, plus animal qu'humain. Il est nu, sauf pour une sorte de pagne improvisé fait de peau. Son corps maigre mais musclé est couvert de cicatrices, marque d'une vie sauvage. Ses cheveux sombres, emmêlés, comme un nid de corbeau, lui tombent sur les épaules en mèches épaisses. Mais ce sont ses yeux qui capturent l'âme de Camille. Bleu, intensément bleu. Des yeux humains sur un visage qui n'a jamais connu le toucher doux de la civilisation. Des yeux qui révèlent intelligence, curiosité et une sauvagerie primordiale qui fait trembler la biologiste. L'enfant flaire l'air, comme le ferait un loup. Il a senti l'odeur de Camille. Ses muscles se tendent, prêts à fuir ou à combattre. La loue à ses côtés grogne bas, un avertissement. Camille sait qu'elle devrait reculer, que tout mouvement brusque pourrait provoquer une réaction agressive. Mais quelque chose la pousse à agir différemment. Lentement, avec des mouvements délibérément calmes, elle sort de sa cachette. L'enfant et la loue se figent. Les trois êtres se regardent. Un triangle d'espèces unis par le destin, séparés par la nature. Le temps semble suspendu dans ce moment de reconnaissance mutuelle. Camille s'accroupit, se faisant plus petite, moins menaçante. Avec des mouvements doux, elle sort de son sac à dos un morceau de viande séchée qu'elle porte pour les urgences. Tend la main ouverte, une offre de paix. L'enfant regarde la loue comme s'il demandait la permission. Elle garde les yeux fixés sur Camille, évaluant, jugeant. Finalement, avec un mouvement presque imperceptible de la tête, la loue semble consentir. L'enfant s'approche, pas comme le ferait un enfant humain. Droit, direct, mais dans un mouvement circulaire, prudent, alternant entre 2 et 4 appuis. Son corps est tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre, prêt à fuir au moindre signe de menace. Il prend la viande rapidement et recule, gardant les yeux fixés sur Camille. Dévorer la nourriture avec voracité, alternant,
entre mordre directement et utiliser ses mains pour déchirer de plus petits morceaux. Quand il a terminé, lèche les doigts et observe la femme avec une curiosité renouvelée. Camille reste immobile, osant à peine respirer. Ce dont elle est témoin défie tous les livres, toutes les théories, toute la compréhension moderne du développement humain. Un enfant qu'elle estime avoir entre 3 et 4 ans, vivant comme un loup, communiquant comme un loup, survivant comme un loup. « Bonjour », murmure-t-elle finalement, sa voix tremblante d'émotion. « Mon nom est Camille. » L'enfant incline la tête, confus par le son des mots. Il émet un son guttural en réponse, quelque chose entre un grondement et un gémissement. La loue s'approche, protectrice, son corps positionné entre l'enfant et l'étrangère. Camille tend lentement la main à nouveau, cette fois vide. Un geste humain universel de paix, de connexion. L'enfant hésite, regarde la loue, regarde la main tendue. Et puis, dans un moment que Camille n'oubliera jamais, il s'approche et sent ses doigts, comme le ferait un louveteau rencontrant un nouveau membre de la meute. À partir de ce jour, une routine étrange s'établit. Camille visite régulièrement le territoire de la loue et de l'enfant loup, apportant toujours des offrandes de nourriture, gardant toujours une distance respectueuse, observant toujours avec des yeux de scientifique et un cœur d'humanité. Elle tient des journaux méticuleux, documentant chaque interaction, chaque comportement, chaque petit progrès dans la construction de la confiance. Mais ne raconte à personne sa découverte. Pas encore. Le monde n'est pas prêt. L'enfant n'est pas prêt. Je vais l'appeler Lucas, décide-t-elle, après avoir observé comment l'enfant semble fasciné par la lumière du soleil filtrée à travers les feuilles. Lucas, lumière en latin. Un nom approprié pour quelqu'un qui brille d'une lumière sauvage propre. Les jours deviennent des semaines. Les semaines, des mois. Camille apprend le langage corporel de Lucas, ses sons, ses gestes. Lui, à son tour, commence à imiter certains de ses mots. Simples, fragmentés, mais inéquivoquement humains. Eau, manger, Camille. Chaque nouveau mot est une victoire, un pont construit entre les mondes. La loue, que Camille a commencé à appeler Lune en raison de son pelage argenté, reste toujours vigilante, toujours protectrice. Mais même elle semble comprendre dans sa sagesse animale que cette humaine ne représente pas de danger, que peut-être elle offre quelque chose que Lune elle-même ne peut donner à son louveteau adoptif, un chemin de retour à sa propre espèce. Un après-midi pluvieux, tandis que Lucas joue avec une petite balle que Camille a apportée, la tragédie survient. L'enfant, essayant d'atteindre un fruit en haut d'un arbre, glisse sur le tronc mouillé. La chute est rapide, violente. Le son de l'impact résonne dans la forêt comme un coup de feu. Camille court vers lui, le cœur battant la chamade de peur. Lucas est inconscient, un filet de sang coulant de sa tempe. Son bras forme un angle contre nature, clairement cassé. Lune hurle, un son de désespoir si humain qu'il hérisse la peau de Camille. « Je dois l'emmener à l'hôpital », murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour la loue. « Il va mourir s'il ne reçoit pas de soins. » Lune grogne, méfiante, quand Camille essaie de prendre l'enfant. La biologiste s'arrête, comprenant le dilemme animal. Comment expliquer à une loue que son louveteau a besoin de médecine humaine? Comment la convaincre de faire confiance à un monde qu'elle craint instinctivement? « S'il vous plaît », Camille supplie, les larmes aux yeux. « Je promets de le ramener, je promets de ne pas les séparer pour toujours. Mais il a besoin d'aide maintenant. » Peut-être est-ce le ton de sa voix. Peut-être est-ce le lien mystérieux qui s'est formé entre elles au fil des mois. Ou peut-être est-ce simplement l'amour maternel, transcendant les espèces, reconnaissant quand il est temps de faire confiance à un autre pour sauver son louveteau. Lune recule, permettant à Camille de prendre Lucas dans ses bras. Le chemin de retour au campement n'a jamais semblé aussi long. La pluie tombe sans pitié, transformant le sentier en boue glissante. Camille porte le corps petit et léger contre sa poitrine, sentant chaque respiration faible comme un don. Lune les suit à distance, une ombre argentée entre les arbres, incapable d'abandonner son louveteau, incapable d'entrer complètement dans le monde des hommes. Quand Camille arrive enfin à la Jeep, place Lucas soigneusement sur le siège arrière, enveloppé dans son manteau. Elle regarde une dernière fois la forêt, apercevant les yeux dorés de Lune entre la végétation. « Je vais le ramener », promet-elle à nouveau,
ne sachant pas si la Lou peut la comprendre, mais sentant le besoin de verbaliser l'engagement. « Je le jure, l'hôpital régional est à 1 heure de route. » Camille conduit comme elle n'a jamais conduit auparavant, ignorant les limites de vitesse, les virages dangereux, la route glissante. Ses pensées sont un tourbillon de préoccupations. Comment expliquer Lucas? Comment le protéger du cirque médiatique qui se formera certainement autour de l'enfant loup? Comment garantir qu'il reçoive les soins médicaux nécessaires sans devenir un cobaye? Une curiosité, un phénomène. À l'accueil de l'hôpital, elle improvise une histoire. Dit qu'elle a trouvé l'enfant abandonné dans la forêt, probablement victime de mauvais traitements. Ce n'est pas un mensonge complet, c'est une simplification de la vérité extraordinaire que personne ne croirait. Les médecins agissent rapidement. Lucas est emmené en chirurgie, son bras cassé nécessitant des broches pour se stabiliser. Les examens révèlent une légère commotion cérébrale, mais aucune hémorragie interne. Il a eu de la chance, dit le médecin, ignorant combien ce mot est inadéquat pour décrire le voyage improbable de cet enfant. Pendant que Lucas est soigné, les questions inévitables commencent. Assistants sociaux, policiers, administrateurs de l'hôpital, tous veulent en savoir plus sur l'enfant mystérieux trouvé dans la forêt. Camille reste ferme sur son histoire simplifiée, mais sait que ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Pendant ce temps, dans le manoir des Dubois, Jean lit le journal pendant le petit déjeuner. Un petit article dans la page des faits divers attire son attention. Biologiste trouve un enfant abandonné dans une réserve forestière. Il n'y a pas de photo, juste une brève description. Enfant d'environ 3-4 ans, cheveux sombres, yeux bleus, trouvé seul. Dans la forêt, actuellement hospitalisé. La tasse à café tombe de ses mains, se brisant sur le sol de marbre. Sophie, sa femme, court effrayée par le bruit. « Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Il ne peut pas répondre. Son visage est pâle comme de la cire, ses yeux fixés sur les mots qui semblent sauter de la page et poignarder son cœur. Cela pourrait être, serait-ce possible? Après tout ce temps, je dois sortir, parvient-il finalement à dire, se levant si brusquement que la chaise tombe en arrière. Affaire urgente au bureau. Sophie l'observe avec inquiétude. Ces 3 dernières années, elle a vu son mari se transformer. L'homme vibrant et amoureux avec qui elle s'est mariée est devenu distant, obsédé par le travail, tourmenté par des cauchemars qu'il refuse de partager. Elle soupçonne que tout est lié à la perte de leur fils. Un deuil qu'il n'a jamais traité correctement, préférant s'enterrer dans des projets philanthropiques et développer les affaires. C'est encore à propos de l'orphelinat, demande-t-elle. Doucement. L'orphelinat que Jean a fondé après la mort du fils est devenu son obsession particulière. Il supervise personnellement tout, de la construction jusqu'à l'embauche du personnel, donnant des millions pour garantir que les enfants aient les meilleurs soins possibles. Oui, il ment, incapable de regarder sa femme dans les yeux. Problème, avec le nouveau dortoir. Pendant que Jean conduit sa voiture de luxe en direction de l'hôpital régional, son esprit est un tourbillon d'émotions contradictoires. Peur, espoir, culpabilité, désir ardent. Pendant 3 ans, il a essayé de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, que l'abandon a été un acte de miséricorde, épargnant à tous. Le bébé, Sophie, lui-même, la souffrance prolongée de voir un enfant dépérir avec une maladie cardiaque incurable. Mais la vérité, celle qu'il admet seulement dans les heures les plus sombres de la nuit, est que cela a été de la lâcheté. Peur de ne pas être assez fort pour aimer un fils imparfait. Peur de voir Sophie souffrir. Peur d'échouer comme père d'un enfant qui exigerait des soins spéciaux. Et si l'enfant à l'hôpital est son fils? Et si, par quelque miracle inexplicable, il a survécu? Comment expliquer à Sophie? Comment justifier l'injustifiable? À l'hôpital, Lucas se réveille de l'anesthésie désorienté et terrifié. Les sons, les odeurs, les lumières, tout est écrasamment étrange pour ses sens aiguisés par la vie sauvage. Il essaie de se lever, d'arracher les tubes et capteurs connectés à son petit corps. L'infirmière essaie de le contenir, mais il grogne et se débat avec une force surprenante pour un enfant de sa taille. Camille, qui s'était endormie sur la chaise à côté du lit, se réveille avec la commotion. « Lucas !» s'exclame-t-elle, courant à ses côtés.
Calme-toi, tout va bien. Tu es en sécurité. L'enfant la reconnaît immédiatement. Ses yeux bleus, dilatés par la peur, se fixent sur elle comme des ancres dans une tempête. Il émet un son bas, presque un hurlement contenu, que Camille interprète comme une question. « Lune attend », assure-t-elle, caressant doucement ses cheveux emmêlés. « Nous retournerons vers elle. Je le promets. Mais d'abord, tu dois guérir. » Peu à peu, Lucas se calme. Sa confiance en Camille, construite au fil des mois dans la forêt, est le seul pont entre son monde sauvage et cet environnement étranger plein d'étrangers en blouse blanche et d'instruments brillants. Le médecin entre dans la chambre, accompagné d'une assistante sociale. Ils observent l'interaction entre Camille et l'enfant avec intérêt professionnel. « C'est remarquable comme il réagit à vous », commente le médecin. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été trouvé, on s'attendrait à des niveaux beaucoup plus élevés de traumatisme et de rejet du contact humain. « Depuis combien de temps exactement le connaissez-vous, Dremartin ?» demande l'assistante sociale, son ton suggérant qu'elle soupçonne que l'histoire de Camille n'est pas complète. Avant que Camille puisse élaborer une autre demi-vérité, la porte de la chambre s'ouvre à nouveau. Jean Dubois entre, son costume impeccable contrastant avec son visage décomposé par l'angoisse. Ses yeux balayent la chambre jusqu'à ce qu'il trouve la petite figure sur le lit de l'hôpital. Le temps semble se figer. Père et fils, séparés par un abîme de 3 ans et des choix impossibles, se regardent pour la première fois. Lucas, sentant la tension dans l'environnement, se recroqueville instinctivement, cherchant protection aux côtés de Camille. Jean reste immobile, sa respiration superficielle, son cœur martelant contre les côtes comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine et courir vers l'enfant. « Qui êtes-vous, monsieur ?» demande l'assistante sociale, s'interposant entre Jean et le lit. Jean ne peut pas répondre. Il ne peut pas détourner les yeux du visage de l'enfant. Un visage qui est un miroir parfait du sien dans l'enfance. Les mêmes yeux bleus, la même forme de nez, même la petite tache de naissance près de l'oreille gauche visible sous les cheveux emmêlés. Commence-t-il, mais sa voix se brise. Comment condenser en mots le tourbillon de culpabilité, de regret et d'espoir qui le consume? Comment expliquer l'inexplicable? Cet homme est Jean Dubois, intervient Camille, reconnaissant l'homme d'affaires des nouvelles. Le philanthrope qui a fondé l'orphelinat régional. Jean lui lance un regard de gratitude pour l'échappatoire temporaire. « Oui », parvient-il à dire, récupérant une partie de sa contenance. « J'ai appris le cas de l'enfant trouvé et je suis venu personnellement vérifier comment nous pouvons aider. Notre institution dispose de ressources pour des situations spéciales comme celle-ci. » L'assistante sociale se détend visiblement. La présence d'un bienfaiteur connu est la bienvenue dans un système surchargé d'enfants dans le besoin. Le médecin semble également soulagé. Les cas complexes comme celui-ci se heurtent souvent à des limitations bureaucratiques et financières. Seule Camille observe la vérité au-delà des mots. La façon dont Jean ne peut détourner les yeux de Lucas, le tremblement dans ses mains, l'émotion mal contenue dans sa voix. Cet homme n'est pas là en tant que philanthrope. Il est là en tant que quelque chose de beaucoup plus fondamental, beaucoup plus primitif. « Monsieur Dubois, dit-elle calmement, pourrais-je vous parler en privé ?» Dans le couloir de l'hôpital, loin des oreilles du médecin et de l'assistante sociale, Camille confronte Jean directement. « C'est votre fils, n'est-ce pas ?» La question est comme un coup de poing dans l'estomac. Jean s'appuie contre le mur, soudainement sans force dans les jambes. Pendant 3 ans, il a porté son secret comme une pierre attachée au cou, se noyant lentement dans la culpabilité. Maintenant, confronté si directement, il ne trouve pas la force pour plus de mensonges. « Comment le savez-vous » demande-t-il, sa voix réduite à un murmure rauque. « La ressemblance est évidente » répond Camille. « Et votre réaction en le voyant ne laisse aucun doute. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a fini par être élevé par une loup dans la forêt. » Les yeux de Jean s'écarquillent sous le choc. « Élevé par quoi ?» Camille lui raconte. Tout. La découverte de Lucas vivant avec la loup-lune. Ses comportements lupins, son adaptation surprenante à la vie sauvage, la relation extraordinaire entre l'enfant humain et sa mère adoptive canidée. À chaque mot, Jean pâlit davantage,
la réalité de son abandon devenant plus terrible, plus concrète. « Je l'ai abandonné dans la forêt », confesse finalement, les larmes coulant librement sur son visage. Les médecins ont dit qu'il avait une malformation cardiaque grave, qu'il ne survivrait pas à la première année, qu'il souffrirait chaque jour de sa courte vie. Je n'ai pas dit la vérité à Sophie, ma femme. J'ai dit qu'il était mort à la naissance. J'ai cru que ce serait plus miséricordieux pour tous. Camille l'observe, partagée entre le jugement et la compassion. « Eh bien, il semble que les médecins se soient trompés, » dit-elle finalement. « Les examens faits ici ne montrent aucune anomalie cardiaque. Peut-être y a-t-il eu une erreur ?» Dans le diagnostic initial, Jean couvre son visage de ses mains, sanglotant sans contrôle maintenant. Le poids de ce qu'il a fait, des conséquences de son choix, tombe sur lui comme une avalanche. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Demande-t-il quand il retrouve enfin une certaine contenance. C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. L'enfant que Jean a abandonné n'est plus seulement son fils, il est aussi le fils de la forêt, le fils de Lune. Son identité, son développement, sa propre humanité ont été façonnés par une existence qui défie toutes nos compréhensions de l'élevage, de la nature et de la culture. D'abord, vous devez dire la vérité à votre femme, dit Camille fermement. Ensuite, nous tous, vous, Sophie, moi, et plus important encore, Lucas et Lune, devons trouver un chemin qui respecte les liens qui ont été formés. Cet enfant appartient à deux mondes maintenant. Nous ne pouvons pas simplement l'arracher à l'un et le forcer à habiter exclusivement l'autre. De retour dans la chambre, Lucas s'est de nouveau endormi, épuisé par les émotions et la médication. Jean s'approche prudemment du lit, observant chaque détail du fils qu'il pensait avoir perdu pour toujours, les petites cicatrices qui racontent des histoires de survie dans la jungle, les callosités sur les mains et les pieds, témoins d'une vie vécue en intime connexion avec la terre, l'expression sereine, presque animale, même dans le sommeil. « Il est parfait », murmure Jean, un nœud dans la gorge. « Parfaitement imparfait. » Camille sourit doucement. « Oui, il l'est, et c'est pourquoi nous devons faire ce qui est juste pour lui, pas ce qui est pratique pour nous. » Dans les semaines suivantes, une collaboration extraordinaire se forme. Sophie, après le choc initial et la colère face aux mensonges de son mari, embrasse la chance de connaître le fils qu'elle pensait avoir perdu. Sa formation en psychologie infantile devient inopinément utile pour comprendre et aider à la transition de Lucas entre les mondes. Jean utilise son influence et ses ressources pour créer une solution unique. Une partie de la forêt, y compris le territoire de Lune, est transformée en une réserve spéciale. Une petite maison est construite en bordure, permettant à Lucas de vivre avec ses parents humains tout en maintenant un contact régulier avec sa mère Lou. Camille, reconnaissant l'opportunité scientifique et humaine inégalée, documente chaque étape de l'incroyable voyage d'adaptation de Lucas. Son cas devient une étude pionnière sur le développement de l'enfant, le langage et la frontière fluide entre nature humaine et animale. La première rencontre entre Sophie et Lune est tendue, chargée d'émotions complexes qui transcendent les espèces. Deux mères, l'une biologique et l'autre adoptive, unies par l'amour du même fils. Sous la guidance attentive de Camille, elles trouvent une coexistence improbable mais harmonieuse. « C'est comme s'il avait deux mères », observe Sophie un après-midi, tandis qu'elle et Camille observent Lucas jouant avec Lune dans la clairière près de la maison. L'une lui a donné la vie, l'autre l'a sauvée. L'une représente son humanité, l'autre sa connexion avec la nature. Il a besoin des deux. Lucas, quant à lui, s'épanouit à l'intersection de ces deux mondes, apprend à parler, à lire, à se comporter en société humaine, mais ne perd jamais sa connexion profonde avec la forêt, avec les animaux, avec Lune. Il développe une sensibilité unique, une compréhension du monde naturel qu'aucun scientifique formé ne pourrait égaler. Dans sa première interview, accordée lorsqu'il atteint 10 ans, il dit quelque chose qui capture l'essence de son voyage. Extraordinaire. Les gens demandent toujours si je me sens plus humain ou plus loup. Mais c'est une mauvaise question. Je ne suis pas moitié humain et moitié loup. Je suis complètement humain, complètement loup. Ce ne sont pas des identités qui s'excluent, ce sont des perspectives qui se complètent.
Ma mère humaine m'a appris les mots. Ma mère loup m'a appris les silences. Mon père m'a montré comment construire. La forêt m'a montré comment appartenir. Je ne choisis pas entre ces mondes, je les unis. Lorsque la neige tombe doucement sur la réserve, couvrant la forêt d'un manteau blanc immaculé, Lucas sort pour sa promenade quotidienne avec Lune. Maintenant, c'est lui qui guide la loup vieillissante, leur rôle subtilement inversé par le passage des années. Ses cheveux sont parsemés de blanc, ses mouvements plus lents, plus mesurés. Mais ses yeux dorés brillent toujours avec la même sagesse sauvage qui un jour l'a poussé à faire un choix contre tous les instincts. Adopter un louveteau humain comme le sien. Ils arrivent à la clairière où tout a commencé. L'endroit où, des années auparavant, un homme tourmenté a abandonné son fils et une loup solitaire a trouvé une raison de continuer à vivre. Lucas s'agenouille dans la neige, serrant le coup de lune, sentant son cœur battre contre le sien. Deux rythmes différents, même essence. Nous sommes plus que nos origines, murmure-t-il à son oreille, sachant qu'elle comprend non les mots mais le sentiment derrière eux. Nous sommes les choix que nous faisons face à l'impossible, les liens que nous construisons au-delà des barrières, l'amour qui transcende les espèces, le langage, le sang. Lune le regarde, ses yeux reflétant la sagesse ancestrale de son espèce. Dans ce regard existe une vérité qu'aucun livre scientifique n'a jamais complètement capturée. Une vérité que Lucas portera avec lui pour le reste de sa vie extraordinaire. Que parfois, il faut se perdre complètement pour se retrouver. Que parfois, les familles les plus vraies sont celles que nous choisissons et qui nous choisissent contre toute attente. Et qu'au final, ce qui nous définit n'est pas si nous sommes humains ou animaux, c'est notre capacité d'aimer au-delà des frontières que nous croyons infranchissables. Camille, observant la scène depuis le balcon de la maison de la réserve, sourit tout en enregistrant ses dernières notes. Son étude sur Lucas a révolutionné des domaines allant de la psychologie de l'enfant au comportement animal, de la linguistique aux neurosciences. Mais aucune découverte scientifique ne capture la véritable essence du miracle dont elle a été témoin. Peut-être, écrit-elle dans son journal personnel, les mots coulant directement de son cœur, notre humanité la plus profonde ne réside pas dans notre séparation d'avec la nature, mais dans notre connexion avec elle. Peut-être que ce qui rend Lucas si extraordinaire n'est pas qu'il a vécu comme un loup, mais qu'il nous rappelle ce que signifie être véritablement humain, se reconnaître dans une autre espèce, construire des ponts là où n'existaient que des abîmes, trouver une famille dans les endroits les plus improbables. Lorsque la nuit tombe sur la forêt, Lucas et Lune retournent à la maison en bordure de la réserve. Jean et Sophie les attendent sur le balcon, tasse de chocolat, chaud fumant dans l'air froid. Ensemble, ils forment un tableau qui défie les définitions conventionnelles. Deux humains, un ancien enfant loup et une vieille loup, unis par un voyage qui a commencé dans l'obscurité de l'abandon et a fleuri dans la lumière des retrouvailles. Et, si vous demandez à l'un d'eux quel a été le plus grand cadeau de ce voyage improbable, la réponse sera unanime. La redécouverte de ce que signifie la famille. Pas seulement celle définie par le sang, ou par l'espèce, ou par la biologie, mais celle créée par les liens invisibles de soins, de protection et d'amour inconditionnel qui, dans les moments de plus profond désespoir, peuvent transcender même la barrière entre humains et animaux sauvages. C'est la véritable leçon de l'enfant loup. C'est l'histoire qui continuera d'être racontée, génération après génération, nous inspirant à regarder au-delà des apparences, au-delà des différences, au-delà des limites que nous croyons définir le possible. Parce qu'au final, nous ne sommes pas seulement ce pourquoi nous sommes nés. Nous sommes ce que nous devenons lorsque la vie nous met au défi de grandir au-delà de nos frontières. Nous sommes les liens que nous formons, les ponts que nous construisons, les mondes que nous unissons en nous-mêmes. Et cela, peut-être, est le plus grand miracle de tous.